Ouah les amis, quel pay-per-view Hell in a Cell vient de se terminer. Il s'est passé beaucoup de choses. Nous allons y revenir ensemble. Les résultats et la review, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWFan France. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la review de Hell in a Cell. Et comme je l'ai dit dans l'intro, il s'est passé beaucoup de choses cette nuit. Des changements de titres, des surprises et plein d'autres choses. Nous allons y revenir ensemble. C'est parti pour la review de Hell in a Cell. On va commencer avec le kick-off. Bon écoutez, pour le kick-off, ça va pas être bien long. On a un match entre R-Truth et Drew Gulak pour le titre 24/7. Déjà, depuis quand on a des matchs pour le titre 24/7? Je trouve ça vraiment ridicule, sachant que de base, ce titre peut être défendu 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça n'a pas beaucoup de sens, je trouve. Enfin bref, on a ce match et victoire de R-Truth. Globalement, en quelques minutes, ça n'a pas été très long. Et juste après le match, on a tous les lutteurs habituels qui vont venir en courant vers le ring pour courir après R-Truth pour s'emparer de ce titre 24/7. Donc on aura Akira Tozawa, Lince Dorado, etc. Bref, comme d'hab, bon, on va pas se mentir, c'était clairement le match OSEF de ce kick-off. Et en plus, pas de bol, il n'y a qu'un seul match dans le kick-off. Enfin bref, heureusement la carte principale était là pour rattraper le tout et heureusement qu'on s'est pas arrêté là-dessus. C'est parti pour la carte principale. Et vous allez voir que la soirée commence sur les chapeaux de roue parce que nous commençons avec le match entre Roman Reigns et Jey Uso, match pour le titre universel. Et ça n'est pas seulement un Hell in a Cell match, c'est un Hell in a Cell I Quit match. En d'autres mots, pour remporter ce match, le tombé ou la soumission ne suffisent pas. Il faut que l'adversaire prononce les deux mots I quit, en d'autres termes, j'abandonne. Alors honnêtement, le match a plutôt bien démarré. On a un match assez équilibré. C'était ma grosse surprise de ce début de match. Honnêtement, Jey Uso a réussi à prendre l'avantage sur Roman Reigns à plusieurs reprises. Il a eu des petites périodes de domination, bien que souvent il se renvoyait la balle. On avait Roman Reigns qui dominait, puis Jey Uso, puis Roman revenait, puis Jey Uso revenait. Donc il y a eu des échanges comme ça, jusqu'à un certain moment où Roman Reigns a vraiment commencé à prendre l'avantage sur Jey Uso, et où là c'était clairement terminé pour lui. Vers la fin du combat, alors que Jey Uso commence vraiment à être sonné, on a le droit à un running kick de Roman Reigns sur le tablier du ring vers l'extérieur. Et donc juste après ça, l'arbitre demande à Jey Uso s'il a envie d'abandonner. Jey Uso dit que non, il n'abandonne pas. Donc Roman Reigns va se chauffer un petit peu, il commence à en avoir un petit peu marre. Cette fois-ci, il va prendre les marches d'acier, les escaliers en acier. Il va les mettre devant Jey Uso, il va reprendre son élan et c'est parti pour un deuxième running kick. Et là, l'arbitre dit non, stop, c'est ton cousin, qu'est-ce que tu es en train de faire? Même l'arbitre est en train de raisonner Roman Reigns. Et donc là, l'arbitre dit non, je vais arrêter le match, c'est plus possible, Jey Uso n'abandonne toujours pas, faut arrêter le combat. Donc il se dirige vers le gars qui gère la cloche, le timekeeper, et il va lui dire je vais arrêter le match. Et Roman Reigns le retient, elle lui dit non, tu fais pas ça. Et l'arbitre se défend, il dit arrête, Jey Uso, là il est inconscient, et ça va énerver Roman Reigns qui va projeter l'arbitre à l'extérieur. Tranquille, peinard, Roman Reigns se débarrasse de l'arbitre. Donc évidemment, un autre arbitre va arriver pour prendre la défense de celui qui vient d'être éjecté à l'extérieur. Il va essayer de raisonner Roman Reigns. Mais pareil, Roman Reigns va vouloir se chauffer contre lui. Donc ensuite, on a les officiels qui vont commencer à arriver. Adam Pearce, etc. qui vont dire à Roman Reigns « Stop, qu'est-ce que tu fais c'est pas possible là, faut que tu t'arrêtes. » Mais Roman Reigns, on n'a rien à faire. Lui, tout ce qui compte, c'est remporter le match. Donc il va aller à l'extérieur chercher ses escaliers d'acier, il les ramène dans le ring. Et il va vouloir assommer la tête de Jey Uso avec. Mais là, Jimmy, le frère de Jey, va arriver et va se mettre devant Jey pour le protéger. Et va dire à Roman Reigns « Non, arrête, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est ton cousin, encore une fois. » Bref, il va essayer de vraiment le raisonner. Et là, on a Roman Reigns qui va s'asseoir, qui va commencer à fondre en larmes, littéralement. Il va pleurer devant les caméras. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Roman Reigns a dans la tête? Et on a ensuite Jimmy qui va tendre la main à Roman Reigns également. Ils vont se prendre la main. Et là, on se dit, bon, est-ce qu'on est vers une réconciliation? Eh bien, évidemment, non. Roman Reigns va surprendre Jimmy Uso avec sa guillotine. Et là, clairement, il est bloqué. Et on voit Roman Reigns qui met toute la force qu'il a dans cette guillotine. Et là, Jey Uso, à la surprise générale, va prononcer les mots « I quit ». D'ailleurs, il y avait une telle intensité dans la prise que Roman Reigns, que Jimmy Uso gigotait dans tous les sens. Il tenait le pantalon de son frère. Et son frère a failli se retrouver à poil pour le coup. Heureusement que Jey retenait un peu son froc parce que sinon ça aurait mal terminé pour lui. Enfin bref, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que pour sauver son frère, Jey Uso va prononcer les deux mots fatidiques « I quit ». Donc Jey Uso ne prononcera pas les mots pour sauver sa peau, mais pour sauver la peau de son frère. Donc on voit que la famille est plus importante que le titre universel aux yeux de Jey Uso. Et ça, c'était une belle fin de match, honnêtement. Je trouvais ça original de terminer le match là-dessus. Franchement, je trouve que la rivalité est bien racontée. C'est vraiment une histoire de famille. Tout tourne autour de la famille.
et je trouve ça vraiment cool. Et même l'après-match en fait va jusque là, puisque après le match, alors que Roman Reigns est en train de remonter la rampe avec le titre universel, eh bien on a son père et son oncle qui sont sur la rampe pour lui donner le collier de chef de tribu. Et cela a clairement beaucoup de sens dans la storyline actuelle. Le seul truc que je pourrais reprocher à ce match, même si globalement c'était un bon match, même si devant j'ai passé un très bon moment, c'est que j'ai trouvé la stipulation Hell in a Cell pas énormément utilisée, quoi. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas mis la cage autour, on aurait pu avoir voilà, un street fight, une bagarre de rue. Voilà, c'était vraiment du brawl, c'était on va se foutre sur la gueule, mais il n'y avait pas vraiment d'utilisation d'armes, pas d'utilisation de cette stipulation de la cage. Enfin, du moins très peu, comme on va le voir pour les matchs qui vont suivre un petit peu plus tard dans la soirée. Je vais maintenant parler du match entre Elias et Jeff Hardy. Je vais pas vous mentir, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo pronostic d'ailleurs. C'est globalement le match que j'avais pas vraiment envie de voir à Hell in a Cell. Voilà, je l'attendais pas plus que ça. Bon, c'était un match assez cool. Rien d'exceptionnel. À la fin du match, alors que Jeff Hardy allait tenter sa Swanton Bomb, on a Elias qui va rouler à l'extérieur. Jeff Hardy va vouloir aller l'attaquer, mais Elias va s'emparer de sa guitare, il va vouloir frapper Jeff Hardy avec, mais Jeff Hardy va l'en empêcher. Il va à son tour s'emparer de la guitare et c'est finalement Jeff Hardy qui va attaquer Elias avec cette guitare. Et on a donc une disqualification et donc Elias qui ressort vainqueur de ce match. Donc voilà, victoire de Elias, mais la rivalité est sans doute loin d'être terminée. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose qui me hype de fou personnellement. Donc j'espère qu'on part pas sur un truc de plusieurs mois parce que j'y éprouve pas grand intérêt personnellement. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. On enchaîne avec sans doute l'une des grosses surprises de ce pay-per-view, même si le match était officiel entre Otis et The Miz avec la mallette en jeu. Si The Miz bat Otis, il devient le nouveau Mr. Money in the Bank. Eh bien la grosse surprise, c'est surtout la fin du match. Donc on a un match entre The Miz et Otis, bon rien d'exceptionnel. Et puis vers la fin du match, on a John Morrison qui va s'emparer de la mallette et qui va vouloir frapper Otis avec cette mallette dans le dos de l'arbitre pour aider le Miz, sauf que l'arbitre va se retourner à ce moment-là et va s'apercevoir que John Morrison préparait un sale coup et allait attaquer Otis. Donc, pas de disqualification parce que John Morrison ne l'a pas attaqué, il n'a pas eu le temps de le faire, mais par contre l'arbitre a vu la tentative et a donc demandé à John Morrison de retourner en backstage dans les vestiaires, donc il a été renvoyé. Et juste après ça, on se dit, bon bah voilà, The Miz, il perd l'avantage là, ça sent mauvais pour lui, et donc Otis va tenter un roll-up, dégagement du Miz, et juste après ça, qu'est-ce qui se passe? C'est cette fois-ci Tucker, le pote de Otis, enfin du moins l'ex-pote maintenant, qui va attaquer Otis avec cette mallette, il va l'assommer, Otis va donc être complètement KO, le Miz ne va pas comprendre, il va regarder Tucker avec des yeux, mais qu'est-ce qui se passe? Et en gros, on a le tombé du Miz, 1, 2, 3, victoire du Miz, nouveau Mr. Money in the Bank The Miz, 10 ans après sa première victoire pour cette mallette, il réitère l'exploit et il devient le nouveau Mr. Money in the Bank. C'était exceptionnel, honnêtement. Qui avait pronostiqué cette trahison de Tucker? Il n'y avait aucune news, enfin moi j'ai rien vu circuler, c'était une grosse surprise et ça franchement c'est ce qu'on adore à la WWE, être surpris. Alors pour le moment même j'ai trouvé ça cool, maintenant pour un programme entre Otis et Tucker, honnêtement, je suis pas hypé de fou, hein, je vais pas vous mentir. Tucker s'est ensuite expliqué en backstage lors d'une interview sur ce qui l'a motivé à effectuer cette attaque. Donc il va dire que globalement, il a toujours aidé Otis, il lui a toujours tendu la main. En gros, c'est toujours lui qui devait tout faire dans cette équipe et il en avait marre. Donc il a attaqué Tucker et là on a ensuite Otis qui va arriver pour attaquer Tucker, mais Tucker va partir en courant. Donc comme je viens de vous le dire, on semble partir vers une rivalité entre les deux. Ce que je comprends un peu moins, c'est qu'il y en a un qui est à SmackDown, l'autre qui est à Raw. Donc ça va être un peu compliqué pour la rivalité. Donc j'espère qu'ils vont respecter la draft quand même. Parce que si on commence à avoir des rivalités comme ça, la draft n'a plus aucun sens. Et dans ce cas-là, il ne faut plus en faire, quoi. C'est clairement... c'est un peu nul. Mais je me dis, il y a les Survivor Series qui approchent. Donc peut-être que c'est juste pour avoir un match Raw contre SmackDown entre Otis et Tucker au Survivor Series. Parce que c'est un peu le concept du pay-per-view. C'est de savoir quel roster va marquer le plus de points lors de cette nuit des Survivor Series. Mais en attendant, ce qu'il faut retenir surtout, c'est la victoire du Miz, avec cette fois-ci un Mr. Money in the Bank qui peut potentiellement remporter le titre de champion du monde. Du moins, j'y crois beaucoup plus qu'avec Otis. Et clairement, si on a une mallette Money in the Bank, c'est pour qu'elle soit utilisée avec succès, qu'elle donne une opportunité à quelqu'un. On va pas se mentir, les cash qui se terminent en échec, c'est tellement pas intéressant et c'est tellement inutile. Et c'est encore une fois une mallette de gâcher. Donc là, clairement, je suis content que le Miz l'ait récupéré parce que je crois beaucoup plus à une victoire de notre Mr. Money in the Bank.
Allez les amis, parlons de ce Hell in a Cell match entre Sasha Banks et Bayley, cette longue rivalité qui dure depuis plusieurs mois. Alors honnêtement, ce match m'a vraiment bouche bée. Pourquoi? Parce que déjà, contrairement à ce que j'ai dit pour le match entre Reigns et Jey Uso, là on était dans un match où la stipulation a été utilisée à 100%. Clairement, il y avait de l'intensité, c'était un match féminin. Mais pour autant, ils ont utilisé toutes les armes possibles. La cage a été super bien utilisée. Franchement, rien à dire là-dessus. C'était vraiment excellent. Nous avons quand même un match de plus de 26 minutes entre les deux femmes. Donc c'est vraiment une grosse performance. Et puis, comme je l'ai dit, de nombreux spots très intéressants. On a tout d'abord Sasha Banks qui va se servir d'une table comme tremplin pour ensuite venir asséner ses genoux sur Bayley. On a ensuite les kendo sticks qui vont être utilisés de nombreuses fois. Sasha Banks qui va encore innover en plaçant le kendo stick sur l'escalier et sur la cage pour ensuite faire tomber Bayley sur ses kendo. Bayley va ensuite se venger et faire la même chose à son tour. Elle va même scotcher, elle, deux kendo sticks ensemble pour que ce soit encore plus brutal. Bref, comme je vous l'ai dit, de nombreuses armes utilisées. Sans oublier ces deux chaises positionnées au milieu du ring avec une échelle dessus. C'est Banks ensuite qui va tomber sur cette échelle, mais elle va ensuite se venger avec une belly to belly sur Bayley, cette fois-ci sur l'échelle encore une fois. Enfin bref, globalement, on a eu beaucoup d'armes et beaucoup de beaux spots qui se termine avec une victoire de Sasha Banks qui va réaliser son bank statement avec une chaise. Franchement, beau finish. Bayley qui abandonne et Sasha Banks qui met fin à ce long règne de plus de 380 jours, je crois, de Bayley. Franchement, c'était une très belle fin de match, un très beau match, rien à dire. Franchement, c'est une magnifique victoire pour Sasha Banks. Maintenant, ce qu'on peut espérer, c'est que Sasha Banks ait enfin le règne qu'elle mérite et qu'elle ait un règne sur le long terme, qu'elle ne perde pas ce titre encore une fois le mois prochain ou dans les semaines qui arrivent. On veut que Sasha Banks reste crédible au moins pendant plusieurs mois avec ce titre. Je l'espère vraiment. Les officiels, je compte sur vous. Voilà, ne gâchez pas une fois de plus le talent de Sasha Banks. Bon les amis, jusqu'ici le pay-per-view c'était quand même un sans faute. Enfin, on n'était pas loin quoi. Et là, bah, on a appris que Retribution voulait affronter un membre de Hurt Business cette nuit à Hell in a Cell. Donc on a un match, un membre de Retribution contre un membre de Hurt Business qui est annoncé. On apprend que c'est Bobby Lashley qui va finalement aller sur le ring. Et du côté de Retribution, on apprend que c'est Slapjack qui va réaliser le combat. Bon, pourquoi pas. Donc on a un match entre les deux. Bon, globalement, honnêtement, moi je trouve qu'on s'est un petit peu fait chier durant ce match. Ça m'a vraiment pas passionné. Et on a une victoire de Bobby Lashley par soumission, encore une fois. Donc nouvelle défaite pour Retribution. Je ne sais pas si les officiels croient au clan qu'ils viennent de créer, à savoir Retribution, parce que c'est défaite sur défaite. Comment vous voulez rendre un clan dominant et crédible, sachant que le clan enchaîne les défaites de semaine en semaine? À mon avis, les officiels ne croient absolument pas en Retribution, et c'est déjà enterré depuis plusieurs semaines. Enfin, je veux dire, je vois pas d'autre solution. Clairement, je comprends absolument pas ce qu'ils font avec eux. Après, on va voir l'arrivée de Mustafa Ali et du reste du clan pour encercler Bobby Lashley. Encore une fois, Mustafa Ali avec son sourire, etc., je le trouve vraiment pas crédible à la tête du clan. Honnêtement, je trouve que ça va absolument pas. Clairement, je suis pas fan, mais alors vraiment pas fan de Retribution. Il y a quelques mois, j'étais passionné par ce clan et je me suis dit, il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec eux. Mais là, je trouve qu'ils ont absolument tout gâché et je n'y crois absolument plus. Donc pour moi, Retribution, c'est terminé. Et après, on a Hurt Business qui est arrivé et qui a fait fuir une nouvelle fois Retribution. Le même segment que nous avons eu la semaine dernière à Raw. Enfin bref, clairement pas passionnant. Et c'était clairement le point négatif de Hell in a Cell. Et enfin, pour terminer cette review, les amis, le main event de la soirée entre McIntyre et Randy Orton, match pour le titre de la WWE. Bon, globalement, là aussi, la stipulation a été bien utilisée, le grillage a été utilisé à plusieurs reprises, donc là-dessus, rien à dire. Même au niveau des armes, globalement, on a été assez comblé, on a eu une table, on a eu une tige en fer, enfin bref, globalement, c'était vraiment bien utilisé, donc ça, c'est un gros point positif déjà, et puis même le match, franchement, c'était encore une fois agréable à suivre, c'était divertissant, moi j'ai passé un bon moment. Là aussi, on a un match qui a duré près de 30 minutes, je crois, et j'ai pas vu le temps passer. Vers la fin du match, on a Randy Orton qui va saisir une pince coupante pour aller enlever cette chaîne qui ferme la porte de la cage. Randy Orton va donc ouvrir la porte et va partir. Et on va dire, mais qu'est-ce qu'il fait Randy Orton? Il a l'occasion d'être champion de la WWE. Il dit depuis des mois qu'il ne lâchera pas Drew McIntyre tant qu'il n'aura pas mis les mains sur ce titre. Et là, Randy Orton s'en va en mode j'ai plus envie de finir le match. Bon, j'ai pas trop compris ce segment pour le coup. C'était un peu incohérent, j'ai trouvé.
Mais bref, on a McIntyre qui va aller le chercher, qui va le ramener. Randy Orton va contrer, va balancer Drew McIntyre dans la cage. Et Randy Orton va ensuite regarder le sommet de la cage et va se dire « Ah, on doit être bien là-haut, on doit avoir une belle vue. » Donc il va monter en haut de cette cage. Et il va ensuite regarder Drew McIntyre qui lui est toujours en bas. Et il va lui faire « Vas-y, viens mon gars, je t'attends. » Drew McIntyre va monter à son tour. Et là, les deux vont s'échanger des coups sur le toit de la cage. Honnêtement, les plans avec le drone, etc., c'était super impressionnant. Et ça, d'ailleurs, c'est un gros point positif. On peut le préciser, hein, franchement, les drones, même durant l'entrée de Hurt Business, etc., je trouve que c'est un bel ajout et ça apporte vraiment de bons plans. Donc franchement, je trouve que c'est une bonne idée de la part de la WWE. J'espère qu'ils vont continuer. Donc voilà, je ferme cette parenthèse. On a ensuite Randy Orton qui va utiliser une barre en fer pour attaquer Drew McIntyre. On a ensuite Orton qui va commencer à redescendre de la cage de l'autre côté, du côté de la table des commentateurs. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, ce spot, je l'avais vu venir parce que à plusieurs reprises, on a eu des plans sur la table des commentateurs. Au début du match, Randy Orton a débarrassé la table des commentateurs parce que oui, le match a commencé à l'extérieur avant que la cloche sonne. Et Randy Orton avait débarrassé la table. Et d'ailleurs, on voit à ce moment-là que la table est équipée d'un bloc de mousse. Hein, voilà, généralement, qu'il y a une grosse chute sur la table, ils mettent un bloc de mousse de la même couleur que la table, donc ça se voit pas forcément. Et là, en l'occurrence, je l'ai vu. Je pense que certains d'entre vous l'ont vu aussi. Et donc là, on se dit, bon, il va certainement y avoir une grosse chute sur la table parce que sinon, il n'aurait pas mis ce bloc de mousse. Du coup, effectivement, quand on voit Drew McIntyre et Randy Orton descendre ensemble du côté de la table des commentateurs, on se dit, il y en a forcément un des deux qui va tomber. Et c'est Drew McIntyre qui va tomber sur cette table des commentateurs et qui va vraiment l'exploser. Une belle chute, honnêtement. C'était un bon spot encore pour ce Hell in a Cell match, même s'il y avait un petit côté prévisible. Franchement, j'ai apprécié le moment. On a ensuite les deux hommes qui vont retourner sur le ring. Et on a un Claymore Kick de Drew McIntyre qui va revenir dans le match. Mais Randy Orton, intelligemment, va rouler à l'extérieur, ce qui fait que Drew McIntyre ne pourra pas faire le tomber. Drew McIntyre va ramener Randy Orton dans le ring. Il va vouloir partir pour un deuxième Claymore Kick. Mais cette fois-ci, ce sera contré par Randy Orton. RKO de Randy Orton sur Drew McIntyre. Il tente le tomber. 1, 2 et 3. Victoire de Randy Orton, nouveau champion de la WWE. Ça y est, enfin Randy Orton met les mains sur son 14e titre de champion du monde. Franchement, match exceptionnel, une très belle fin de pay-per-view. Je m'attendais presque à un cash du Miz. Pour être honnête, je me suis dit, ça peut être le moment. C'est un Hell in a Cell match, les deux catcheurs vont être à bout. Ça peut être un moment opportuniste pour le Miz d'encaisser sa mallette. Surtout que 10 ans après avoir récupéré sa mallette, il pourrait une fois de plus, 10 ans après, cacher sa mallette sur Randy Orton parce que c'était exactement le même scénario il y a 10 ans. Donc je me suis dit, l'histoire pourrait se répéter et pourquoi pas ce soir. C'était pas ce soir, mais je pense honnêtement que la mallette du Miz sera encaissée sur Randy Orton. Peut-être dans les semaines qui arrivent et même très certainement dans les semaines qui arrivent. Je pense honnêtement que le cash arrivera avant que Randy Orton perde cette ceinture de la WWE. Donc pour moi, le cash du Miz aura lieu sur Randy Orton. C'est une certitude. Maintenant, reste à savoir quand. Ça, j'en sais rien. On verra bien. Quoi qu'il en soit, c'est la fin de cette review de Hell in a Cell. J'espère que ce pay-per-view vous a plu. J'espère également que cette review vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de me soutenir gratuitement avec le pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Demain, il y a Raw. Il risque de se passer énormément de choses encore. Je vous donnerai tous les résultats dès demain matin. Donc n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!